Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette conférence au sujet des indépendants. Elle vous est proposée par la Maïf en partenariat avec Captain Contrat. Et dans un instant, nous allons parler de reconversion professionnelle. Alors, nous sommes aujourd'hui avec Alexis Minkela, créateur de Tribu Indé. Bonjour Alexis. Salut Sam. Avec Tim Kassabi, avocat. Bonjour Sam. Et puis Cédric Hamon, directeur d'Intermade. Bonjour. Merci à tous les trois d'être là. Alors nous sommes à Marseille, à la Ruche, et puis vous nous suivez vous aussi depuis chez vous. N'hésitez pas à réagir tout au long de la conférence. Vous pouvez à distance commenter dans le chat, et puis on va discuter ensemble tous les quatre pendant 1 heure, et à la fin on prendra toutes vos questions. Donc réagissez, n'hésitez pas. Pour démarrer la conférence, ce que je vous propose, c'est qu'on suive le parcours d'un ou d'une indépendante qui aurait envie de se lancer dans une reconversion, et peut-être que pour démarrer au début, il y a des questionnements, des doutes, des peurs peut-être. Qu'est-ce qu'on se pose comme question? Quelles sont les peurs principales? Vous qui côtoyez des indépendants, qui les avez peut-être aidés, accompagnés pour certains, qu'est-ce qu'on se pose comme question et de quoi est-ce qu'on a peur? Alors c'est vrai qu'effectivement, et je dirais qu'on se pose beaucoup de questions avant le lancement, pendant le lancement, et je pense que ça fait partie aussi de notre casquette d'indépendant, de continuer de toujours se poser des questions. Il y a un certain nombre de peurs aussi au début. Je pense qu'une des peurs les plus communes, c'est ce fameux syndrome de l'imposteur, de se dire est-ce que je suis capable de me lancer, est-ce que je suis capable de mener tout seul ma barque, tout seul, est-ce que je suis capable d'avancer, de créer mon portfolio, d'aller chercher des clients, d'aller négocier mes tarifs. Ça, je pense que c'est le plus gros syndrome. Moi, ce que je dis souvent, c'est ce syndrome de l'imposteur, plutôt que d'essayer de le combattre, comme on peut l'entendre souvent, c'est plutôt de l'accepter. Et quel que soit le stade d'avancement qu'on va pouvoir avoir dans notre activité de freelance, qu'on soit débutant, avancé, confirmé, on va toujours avoir ce syndrome-là, on va toujours se comparer à d'autres, on va toujours se sentir parfois illégitime. Mais c'est ce côté, si on n'avance pas, si on teste pas des choses, on teste pas des projets, on met pas en place certaines actions, il se passera rien et on restera, je dirais, ad vitam aeternam, un imposteur. Je dirais que ça, c'est la plus grosse peur et c'est le plus gros blocage et le plus gros frein que je vois à des personnes qui sont par exemple salariées et qui hésitent à se lancer. Il y a ce côté, je me sens pas capable d'y arriver, je me sens pas capable de me lancer, j'ai trop peur, il y a trop de risques. Donc un problème de légitimité. Est-ce que vous l'avez vu aussi ça, le syndrome de l'imposteur, vous, dans les indépendants autour de vous? Oui, c'est quelque chose effectivement de très fréquent. Après, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de le convertir en atout, parce que douter de soi, c'est aussi se poser des questions et se dire comment je peux être meilleur, comment je peux être plus fort, comment mon produit peut être amélioré, comment mes clients peuvent mieux comprendre ce que je fais, etc. Donc on essaye d'appuyer en fait sur cette peur pour la transformer en motivation et en fixer des objectifs de progrès. Mais effectivement, c'est quelque chose de très fréquent. Alors moi complètement, c'est vrai que moi en tant qu'avocat au cabinet, je reçois souvent des indépendants qui veulent se lancer, qui sont souvent dans un premier temps salariés. Et donc qui ont cette sécurité financière mensuelle, parce que forcément on est tous pareils, on a tous un loyer, des charges, besoin de se nourrir, besoin d'aller boire un verre éventuellement. Et puis lorsqu'on se lance en indépendant, on sait jamais finalement comment on va payer l'addition, etc. Donc forcément cette peur financière, ça on m'interroge souvent sur ça, mais on me demande à quel moment je dois me lancer. C'est-à-dire, est-ce que je dois commencer en même temps que je suis salarié? Est-ce que je dois négocier avec mon employeur une rupture conventionnelle pour essayer d'avoir un petit pécule pour me lancer? Combien il me faut pour démarrer? Et je me souviens qu'Alexis, on avait eu un entretien assez intéressant ensemble où finalement, quand tu fais le bilan de ce dont tu as besoin mensuellement pour vivre, tu te rends compte que finalement, tu peux vivre avec pas grand-chose pendant plusieurs mois. Et finalement, tu te rends compte que tu as toujours peut-être un petit peu d'argent de côté, quelque chose qui va te permettre de t'apporter ce filet de sécurité financier qui vont te permettre de démarrer. Maintenant, effectivement, et ça, je pense qu'on est tous d'accord sur ça, il faut bien préparer son projet. Et bien préparer son projet, je pense que la Ruche aide peut-être un peu justement ces indépendants à maturer un peu ce genre de projet. Et c'est comme ça qu'on acquiert de la confiance. Et lorsqu'on est confiant dans un projet, on a plus de sérénité. Je pense que effectivement, ça permet justement de combattre cette peur, en tout cas au niveau financier. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a effectivement un enjeu
sur l'aspect financier, qui est en fait en rebute certain, parce qu'on passe d'un système où on a quand même une certaine sécurité, quoi qu'il se passe, généralement on touche son salaire en tant que salarié. Effectivement, il y a un peu cette peur du vide, de se dire ok, comment est-ce que je fais pour prévoir à 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, si j'ai des projets d'investissement immobilier, enfants, etc. Je pense qu'effectivement un des sujets, c'est de se dire combien de temps je suis capable de tenir sur des réserves que j'ai pu emmagasiner lorsque j'étais salarié. Et ça, en fait, ça peut être fait extrêmement rapidement, de se dire, OK, combien est-ce que j'ai mis de côté ces dernières années ? Quel est mon rythme de vie, combien est-ce que je dépense chaque mois, quelles sont les dépenses courantes, où est-ce que je peux potentiellement me freiner un peu sur des restos, sur des verres, sur du shopping, etc. pour se dire ok, une fois qu'en fait c'est bête et ça paraît sensé, évident de dire ça, mais assez peu de freelance, d'indépendants le font, ouvrent un fichier Excel et se notent ça. Et en fait, moi, quand je l'ai fait lorsque j'étais salarié, ça m'a enlevé une charge mentale assez incroyable de me dire ok, en fait, là je peux encore tenir 4-5 mois, j'ai 4-5 mois globalement pour mettre en place mon activité, et ça déjà, on retire une charge financière et on peut prendre le temps de mieux construire, de poser des bases solides de son activité, de bosser son positionnement, d'aller chercher ses clients, de travailler son réseau, etc. Ça, c'est tout de suite une action hyper simple et concrète de se dire ok, je prends un Excel et je lisse mes dépenses, je regarde ce que j'ai en face et combien de temps je peux tenir là-dessus. Ok, donc très simple pour arriver à enlever cette peur tout de suite d'un point de vue financier. Et sur le point de vue syndrome de l'imposteur, sur le point de vue le manque de confiance en soi, la peur de l'échec de son projet aussi, peut-être du regard des autres, comment est-ce qu'on fait pour dépasser ces peurs-là ? Là, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'encourager les gens à bien se questionner, effectivement, à distinguer qu'est-ce qui est de la peur tangible, du matériel, d'avoir une perte potentielle de revenus ou une baisse de revenus pendant un temps donné, etc. De ce qui est de la peur de l'échec plutôt en tant que phénomène psychologique, on va dire, de peur du vide et de l'inconnu. Déjà, quand on met des mots ou des chiffres face à tout ce qui peut être qualifié de façon objective en termes de peur matérielle, etc., ce phénomène psychologique se réduit. Parce qu'on a moins de choses à se raccrocher et on se rend compte qu'on est dans l'irrationnel. Donc dans le moins rationnel, on va dire. Donc on met les gens face à ça et ça permet quand même de dire ok, ce qui nous reste, c'est vraiment quelque chose qui est en toi, qui est tout à fait entendable. Moi, je me souviens que les premiers projets que j'ai créés, j'ai eu plein de questionnements mais si je réussis pas, c'était pas tellement la peur du vide ou du manque de financement derrière et tout, c'était de me dire tout le monde va me regarder en sachant que j'ai loupé quelque chose, quoi. Et donc ce qu'on essaye d'expliquer aux gens, c'est que finalement il n'y a pas tant de monde que ça qui les regarde, donc leur échec ne sera pas quelque chose de retentissant, et par contre, parce que la peur de l'échec elle est souvent plus liée à la peur du regard des autres, et ce qu'on va essayer de travailler, alors c'est pas à nous de le faire, mais ce qu'on va encourager les gens à travailler, c'est vraiment de parler ouvertement de leur projet autour d'eux. Et de se dire s'il y a une peur de l'échec, il y a potentiellement la peur d'un jugement de telle ou telle personne, votre conjointe, vos parents, etc., votre entourage, et du coup de parler directement de la prise de risque. Et souvent quand on désamorce, on se rend compte que les gens dont on pensait qu'ils pouvaient avoir un regard jugeant, tout le monde a plutôt tendance à réagir positivement et à dire bah oui, si tu as envie de le faire, fais-le. Oui, et puis on parle de reconversion professionnelle, donc le vrai risque, il est peut-être plus de rester dans une situation qui ne nous plaît pas que d'aller dans une situation qui est nouvelle pour nous. Ça, effectivement, nous c'est un argument qu'on utilise très souvent, c'est ce sera pire si tu le fais pas. Okay. Voilà. Et finalement, on se rend compte aussi qu'il y a finalement assez peu de risques à tester quelque chose, quoi. Les gens, personne ne va vous tenir rigueur de vous être lancé et de vous être planté. Et moi, je le vois, moi qui viens de l'écosystème plutôt start-up. Ce qui est intéressant de voir, c'est que la plupart des porteurs de projets, de start-up qui ont complètement craché, qui ont fermé, c'est les premiers à se faire embaucher dans d'autres entreprises à des postes, à des gros postes de directeur, alors qu'en théorie, on pourrait se dire ils ont craché une boîte, je suis en train de les embaucher en tant que directeur commercial, est-ce qu'il n'y a pas un truc qui ne va pas ? Et au contraire, je pense que c'est bien plus valorisé et valorisant d'avoir testé une aventure entrepreneuriale en tant qu'indépendant sur 6 mois, 1 an, de s'être rendu compte que pour X raisons, ça n'a pas fonctionné, plutôt que de ne pas le faire et en fait de se dire ok, dans 15 ans, quand je vais me retourner en arrière sur mon parcours professionnel, j'aurais eu des regrets de m'être dit tiens, là j'aurais pu me lancer.
Complètement. C'est rassurant de vous écouter. Avant qu'on passe à la suite de la reconversion du parcours, Tim, tu es avocat aujourd'hui, mais tu as aussi fait une reconversion passionnante. Est-ce que tu veux nous en dire un mot et nous dire peut-être ce que tu as ressenti au moment de te lancer quand on t'a proposé une aventure nouvelle, ce qui t'a inquiété, ce qui t'a rassuré ensuite? Avec grand plaisir. C'est vrai que moi, mon parcours est assez atypique à ce niveau-là, puisque moi, je suis avocat, comme tu l'as dit, mais dès lors que j'ai eu mon diplôme d'avocat, j'ai eu une opportunité professionnelle entrepreneuriale à l'étranger, à Dakar, au Sénégal. Donc, j'ai des investisseurs qui m'ont proposé de fonder la première industrie fromagère d'Afrique de l'Ouest, où on a fabriqué le seul fromage qui est consommé en Afrique, type vache qui rit, le fromage fondu. La même gamme. Et donc, si vous voulez, lorsqu'on m'a proposé ça, je venais de prêter serment. C'était pas du tout dans mon programme originel. Et finalement, à l'époque, j'avais 25 ans. Je me suis dit, c'est peut-être à 25 ans qu'on peut se lancer plus facilement, prendre ce genre de risque. En fait, je pense ce genre de risque, on peut le prendre à n'importe quel moment. Parce que, comme l'a dit Alexis, je pense que finalement, la reconversion, ou la reconversion, ou de passer d'un écosystème à un autre, finalement, elle est beaucoup plus simple que ce que l'on pense. D'une part, moi, en tout cas, ce qui me faisait peur, forcément, c'était de passer de l'avocature au fromage. Donc forcément, là, on est dans deux systèmes diamétralement opposés. Oui. En plus d'un pays à un autre. Donc là, je ne sais même pas si on parlait d'écosystème, c'est vraiment quelque chose de très différent. Moi, ce qui m'a rassuré, en tout cas, j'ai fait, moi, pour ma part, une vraie étude de marché lorsqu'on m'a proposé ce business. Alors même si c'est difficile de faire des études de marché en Afrique parce qu'on n'a pas les mêmes data, la même donnée, etc. Moi, en tout cas, je me suis rendu sur place, j'ai étudié le marché, j'essaie d'avoir le maximum d'informations pour essayer d'évaluer la viabilité du projet. J'ai essayé de faire une étude de la concurrence, de voir comment je pouvais me démarquer, comment le produit pouvait être accepté. Après, je suis sur un secteur d'activité, en tout cas en Afrique, j'étais sur un secteur d'activité plutôt plus tangible que digital. C'est ce que fait plus Alexis. Ouais. Et c'est vrai que donc, du coup, le business plan, moi, avait un réel intérêt dans mon cas personnel. Moi, c'est pour ça que j'encouragerais n'importe qui à le faire, parce que ça m'a, moi, conforté et j'ai pu mettre sur la table toutes mes craintes, toutes mes questions. Et finalement, j'avais donc, si vous voulez, un fil conducteur, une feuille de route. Ce qui est peut-être, on en a discuté la dernière fois, ce qui est peut-être un peu moins vrai lorsqu'on est en indépendant dans le digital. On n'a peut-être pas besoin d'être aussi poussé dans l'étude de marché, d'aller aussi loin, d'être aussi rigoureux. Parce que je pense que le marché du digital est peut-être beaucoup plus large et beaucoup plus infini finalement. Les possibilités sont plus larges. Donc voilà, en tout cas, moi, pour ma part, c'était vraiment ça qui m'a rassuré, qui m'a permis d'évoluer. Et finalement, après, j'ai eu une opportunité, moi, personnelle, de revenir de céder mes actions là-bas et de revenir à mon statut d'avocat à Paris. Et c'est là qu'on se rend compte que finalement, les portes sont grandes ouvertes. Et au contraire, justement, quand je suis revenu, mon parcours que je pensais finalement qui allait repousser la plupart des cabinets, les a certes intrigués. Mais il y en a beaucoup qui m'ont reçu parce qu'ils voulaient justement comprendre pourquoi. Des réponses, se poser des questions, ça intrigue. Se poser des questions. Et au final, la différence s'appelait. Et ça, on s'en rend compte. Et donc, c'est pour ça que, pour en revenir au sujet principal sur la peur, en tout cas, il y a une peur, à mon avis, qu'il ne faut surtout pas avoir, c'est de se dire qu'une fois qu'on est passé de l'autre côté, on ne peut pas revenir. Ça, c'est absolument faux. Une fois qu'on est passé de l'autre côté, on peut revenir et on peut revenir encore meilleur. Ça, c'est une certitude. Voilà. On en voit des tonnes, des reconversions, et on peut en faire 1, 2, 10 dans sa vie, et ça sera jamais un problème, un tabou. Je vais revenir sur la notion de business plan, peut-être 2 secondes encore, parce que c'est un sujet important, ça peut rassurer effectivement. Moi, je me rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, j'étais sur les bancs de l'école et on me racontait que faire un business plan, c'était important, pas pour le produit fini que c'était, mais pour les réflexions que ça a amené, les bonnes questions qu'on se posait. Est-ce que c'est ça qui est important dans le business plan, ou est-ce que finalement c'est de pouvoir combien de temps est-ce qu'on doit passer dessus sur un business plan ? Honnêtement, moi je suis qu'avocat, donc on va pas dire que je suis un spécialiste des businessmen, mais je pense que y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à ta question. Si tu vas mener un projet où tu vas investir des sommes conséquentes dans un projet, je préconiserais à mon client en tout cas d'y accorder un business plan financier avec peut-être une comptabilité analytique un peu plus poussée que lorsque tu vas te lancer en indépendant, où tu vas peut-être prendre moins de risques financiers au départ.
Et là, si tu veux, je pense que ton business plan, en 2 semaines, en 3 semaines, il peut être fait. Après, souvent, l'idée, il faut être honnête, l'idée du projet de l'indépendant vient dans le cadre de son activité professionnelle actuelle. Ça arrive quand même souvent que quelqu'un qui est un indépendant qui s'est lancé était dans la tech et il était déjà dans une entreprise de tech ou qui était dans les médias, il se lance souvent dans un secteur d'activité qui est le média. Donc il connaît souvent déjà les problématiques. Il a souvent identifié peut-être la faille ou le besoin qui existait chez le client, et c'est pour ça qu'il décide de se lancer. Donc je pense que quand on est indépendant, il y a un gain de temps certain lorsqu'on veut développer un business, lorsqu'on veut se lancer dans un business plan. Il n'y a pas besoin, je pense, d'y accorder. Voilà. Oui. Après, il faut considérer que le business plan, c'est un peu comme une roadmap en bateau. C'est-à-dire qu'on va se faire une projection de la route qu'on va prendre et puis en fonction des vents, des courants et des éventuels changements, on va s'adapter au fur et à mesure. Et effectivement, plus le projet dans lequel on se lance est d'envergure, plus on va avoir besoin d'anticiper. Mais il y a une ambiguïté, c'est qu'on sait très bien qu'on est en train d'anticiper et de dessiner une route qu'on ne va pas suivre à la lettre, parce que les événements vont faire qu'il y a des choses différentes qui vont se passer. Et effectivement, si le projet est d'une envergure légère, on va dire, on n'a pas besoin d'une feuille extrêmement précise. S'il y a beaucoup de paramètres à en prendre en compte, il faut en étudier plus. Mais c'est assez subjectif au final. Ça dépend aussi beaucoup du besoin d'assurance ou de se rassurer qu'ont les personnes. Et nous, on distingue en fait 2 types de publics au milieu desquels il faut réussir à se situer, mais il y a des gens qui vont avoir tendance à beaucoup préparer et à mettre beaucoup de temps avant d'essayer. De dire je veux tout dessiner, je veux être sûr, je veux connaître le futur à 90% avant de me lancer. Être rassuré à fond. Et donc c'est des gens qu'il faut de temps en temps pousser un peu pour qu'ils sortent de leur bureau et de leur tableur Excel. Et puis on a l'inverse, des gens qui se lancent tout feu tout flamme et qui prennent pas le temps d'étudier. Voilà, il y a un juste milieu qui est extrêmement subjectif selon la nature du projet, selon la capacité qu'ont les personnes ou pas à endosser le risque et le niveau de confiance que les personnes ont en elles-mêmes au départ. Moi, c'est vrai que sur un métier de prestation de service, notamment dans le digital, effectivement, la structure est beaucoup plus légère que de partir en Afrique, aller sur un marché fromager qui est bien plus compliqué. Et sur des indépendants qui sont vraiment sur de la prestation de service, moi ce que je répète avec Tribu Indé, dans les bootcamps, etc., c'est il faut y aller le plus vite possible, quoi. Et je vois une tendance, moi ce que j'appelle la procrastination active, c'est de se dire je vais me conforter, je vais réfléchir un peu sur ma grande vision, sur qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place, le nom de ma marque, est-ce que j'utilise mon nom, etc. Trouver le nom, passer 2 semaines sur trouver le nom par exemple. Moi il y a quelques étapes simples, quoi. C'est déjà toutes les compétences qu'on a pu avoir en tant que salarié, elles se valent pas sur le marché de l'indépendance. Toutes les entreprises sont pas prêtes à acheter toutes les compétences que vous avez développées en tant que salarié. Donc déjà, c'est d'identifier quelles sont les compétences qui ont de la valeur, qui sont suffisamment rares sur le marché et qui ont de la valeur pour vos clients finaux. Et puis ensuite, c'est d'aller faire ce que moi j'appelle la recherche client. Je sais qu'on va en reparler après, mais de se dire ok, comment est-ce que quelles sont les cibles, les hypothèses que je vais pouvoir tester sur mes cibles. Et ça ne doit pas prendre plus d'1 mois pour aller chercher ces premières missions clients. C'est l'avantage d'être indépendant, c'est une structure extrêmement légère. On n'a pas d'employés, en tout cas pas au début. On a besoin globalement, on n'est pas loin du cliché, mais d'un ordinateur et d'une connexion internet. Donc ça ne devrait pas prendre 6 mois pour se lancer, pour aller chercher même une petite mission, une première mission. Et ça, pour moi, ça fait partie en fait du business plan directement, d'aller tester, d'aller se confronter directement sur les hypothèses. Oui, parce que le business plan, il n'est pas figé, il évolue, donc on le fait évoluer justement au contact de prospects, de potentiels clients. Très bien, bon alors imaginons notre indépendant, ça y est, maintenant il a réponse à ses peurs, il est rassuré, il est prêt à se lancer, il veut démarrer. La première question qui va se poser, et c'est une bonne question, c'est quel est mon statut ? Comment est-ce que je fais pour démarrer ? Je crée mon statut, et lequel ? Parce qu'il y en a plein en tant qu'indépendant. Tim, quelles sont les questions à se poser pour choisir son statut, parce que j'imagine qu'il n'y a pas un seul bon statut, il y a des questions à se poser. Oui, effectivement, c'est vrai que je pense que c'est l'une des questions en tout cas que nous en tant qu'avocats on reçoit le plus au cabinet. C'est-à-dire, voilà, j'ai une idée, j'ai un projet, déjà il y a la question de quand on se lance, bon ça on vient d'y répondre un petit peu en tout cas, en partie. Et il y a la seconde question, sous quelle forme je me lance. Donc, est-ce que je me lance en auto-entrepreneur, en entreprise individuelle, en société, voilà. Et sur ça, si vous voulez, comme tu l'as dit, il y a
Il n'y a pas de bonne réponse. Il n'y a pas une réponse générale pour tout le monde, en tout cas, ça c'est une certitude. Il y a certains secteurs d'activité comme la prestation de services, que ce soit dans le digital ou autre, qui vont générer forcément dès l'origine un chiffre d'affaires peut-être un peu moins important que lorsqu'on fait de la vente de marchandises, puisque la vente de marchandises, c'est de l'achat pour revendre. Donc souvent, le statut d'auto-entrepreneur, on a tendance à considérer que c'est quand même très, très adapté, c'est vrai, au démarrage en matière de prestation de services. Or, lorsqu'on fait par exemple des activités, moi j'ai eu des clients, on en a discuté avant, j'ai eu des clients qui se sont lancés dans le dropshipping. Le problème, c'est que les métiers comme le dropshipping, qui est de la vente de marchandises, c'est-à-dire acheter du bien à l'étranger pour le shipper et le vendre, ça peut aller très très vite. Et lorsqu'on se lance en auto-entrepreneur dans le dropshipping ou dans de la vente de marchandises, on peut vite être dépassé par les montants. Et le problème du statut, les limites en tout cas, du statut d'auto-entrepreneur, ce sont les plafonds en matière de chiffre d'affaires, fiscal, etc. C'est pour ça qu'il faut bien essayer en tout cas, d'identifier son secteur d'activité, le potentiel en termes de chiffre d'affaires, les besoins en termes de salariat, est-ce qu'on va avoir besoin de salariés, etc. Et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir éventuellement définir la forme sociale la plus adaptée. Dans le secteur d'activité d'Alexis, on va prendre un exemple concret, on reçoit un futur indépendant qui veut se lancer et qui est dans le digital et qui est seul pour l'instant. À mon sens, il n'y a même pas de question à se poser. C'est soit l'auto-entrepreneuriat ou à la limite l'entreprise individuelle. Voilà. Mais en aucun cas, dans un premier temps, la forme sociale société qui a nécessairement beaucoup plus de contraintes en termes de tenue de comptabilité, de frais de gestion, d'obligations fiscales et sociales, etc. Moi, je te laisse. Et je te rejoins complètement. Moi, je suis un adepte de la simplicité. Pour moi, on a parfois tendance à complexifier un peu le business, à complexifier comment est-ce qu'on doit aller chercher des clients, comment est-ce qu'on doit se positionner. Et je pense que c'est pareil pour l'administratif. On va pas dire que moi, je suis pas un grand spécialiste de l'admin. C'est pas les trucs qui m'éclatent le plus dans mon activité. Et donc, moi, j'ai commencé encore une fois par le truc le plus simple, qui était ouvrir en fait une auto-entreprise, quoi. Que j'ai même ouvert alors que j'étais étudiant, que j'ai continué quand j'étais salarié. Donc c'est aussi possible de démarrer tranquillement sans trop de pression quand on est salarié, bien sûr avec l'accord de l'entreprise. Et ça revient avec ce qu'on se disait sur la peur de potentiellement échouer. Un statut auto-entrepreneur, ça se ferme en une démarche. Une entreprise, c'est déjà un peu plus compliqué. La réflexion aussi, elle est un peu plus poussée. Je pense que pour démarrer, le plus simple encore une fois, les sujets administratifs, légaux, etc. ne doivent pas être un sujet au démarrage. L'auto-entreprise, c'est 5 minutes. Pour avoir son statut, ça nous permet déjà de facturer et on a largement le temps de voir. En prestat de service, on est à 77 000 euros, 72, voilà. On a largement le temps de prévoir, même sur une année. Enfin, c'est pas ancré dans le marbre, etc. Moi, je pense que ça devrait pas être un sujet qu'on devrait directement démarrer par une autre entreprise. En tout cas, bien sûr, dans mon cas, sur la prestat de service, potentiellement dans le digital. En tout cas, moi, c'est ce que je connais. Après, nous, on porte une solution spécifique avec les couveuses d'entreprise qui, du coup, permettent aux gens de se lancer sans avoir créé de statut juridique. D'accord. Et justement, d'avoir une visibilité sur un chiffre d'affaires réel, sur des modalités contractuelles réelles, parce que aussi il y a des choses qu'on vend, on pense vendre de la prestation de service et puis on se rend compte que ça va se passer autrement, que les clients vont vouloir consommer notre produit sous une autre modalité, etc., une forme d'abonnement ou des choses comme ça. Ça peut être ça peut être à travers une plateforme quand on est sur le web et une participation. On peut se retrouver à se rendre compte aussi qu'on va avoir besoin d'investissement, qu'on va avoir besoin de faire rentrer des partenaires financiers dans notre entreprise, et là du coup à nouveau la question des statuts juridiques les plus adaptés selon les formes d'entrée dans le capital ou dans la société vont être différentes. Du coup, les couveuses d'entreprise portent un dispositif, un statut qui s'appelle le contrat d'appui au projet d'entreprise, le CAPE, le CAP, qui permet aux gens de commencer à émettre des factures. Toutes les activités possibles ? Alors, toutes les activités sauf les activités réglementées. C'est-à-dire qu'on ne peut pas couvrir les avocats, les médecins, par exemple, les architectes. Ça laisse quand même pas mal d'indépendants. Voilà, ça laisse quand même pas mal d'indépendants. Achat-vente, pourquoi pas, mais il y a une logique
où il faut pas qu'il reste de stock à la fin de la session de portage juridique parce que ça va compliquer la transmission des fonds restants. Mais ça couvre quand même un panel très large d'activités et ça permet effectivement du coup de faire du chiffre d'affaires, de mener son activité, de ne pas se poser la question de l'administratif tout de suite parce qu'on est couvé du coup par une structure dont c'est le métier, qui a son propre comptable en interne, qui va mettre à disposition son numéro de SIRET, ses potentiels agréments. Je pense notamment aux gens qui vendent de la formation, etc. Donc la grande majorité des couveuses sont agréées en tant qu'organisme de formation. Ça permet de vendre de la formation avec les mécanismes de prise en charge par les différents organismes de formation, etc. Et de décider de son statut juridique avec non pas des chiffres projetés sur un business plan, mais la réalité d'un an, ça peut aller jusqu'à 3 ans d'exercice. Et c'est tout à fait cumulable avec un statut de salarié, avec un statut de demandeur d'emploi. Ça permet aussi de protéger les droits des personnes pendant qu'elles font ce test. Et le mot-clé, c'est vraiment le test, parce que je suis très d'accord avec ce que tu dis, Maxime, il faut tester. Il faut essayer, il faut arrêter de faire des plans sur la comète. À un moment donné, il faut aller sur le terrain, il faut se rendre compte de ce que ça donne, est-ce que les gens ils en veulent, est-ce qu'ils en veulent pas, est-ce que ça leur plaît, comment ça va leur plaire mieux, etc. Et le rôle des couveuses est vraiment de permettre ce test d'activité et de le sécuriser au maximum en termes d'incidence financière et sociale, parce que c'est une rencontre organisée par la MAIF et il y a quand même aussi tous les aspects accès aux différents droits sociaux, notamment la sécurité sociale, etc. Il y a juste un point sur lequel tu as attiré mon attention qui est très important. Enfin, il y a 2 points. Il y a un premier point, effectivement, que je pense qu'il faut forcément s'interroger, puisque souvent les indépendants se lancent lorsqu'ils sont salariés. Déjà salarié. Donc il y a un point, alors c'est mon rôle d'avocat de le dire, de conseil, c'est d'étudier son contrat de travail avant de se lancer, parce que souvent, et ça peut arriver, que dans des contrats de travail, il y ait des clauses d'exclusivité, des clauses de non-concurrence, etc. Donc c'est un sujet quand même important à voir avant de se lancer pour éviter de se retrouver finalement dans une difficulté, puisque ça peut amener, on va parler des choses malheureusement un peu noires, un peu sombres, mais ça peut donner lieu à un licenciement pour faute. Et dans ce cas-là, le licenciement pour faute, je le rappelle, pour faute lourde notamment, peut supprimer tout droit au chômage, etc. Donc c'est pour ça qu'avant de se lancer, quand même, il y a ce petit, même si on n'aime pas trop le juridique, etc., il y a ce petit backup à faire avant de se lancer. Je précise que même s'il n'y a pas de clause d'exclusivité, mais que l'activité est manifestement concurrentielle et s'appuie sur des ressources propres à l'employeur, l'activité est condamnable. Exactement. Même s'il n'y a pas de clause. On est totalement d'accord, tu as totalement raison de préciser ça. Donc déjà, il y a ce premier point sur lequel je voulais vraiment attirer l'attention. Et il y a un second point sur lequel tu as insisté, c'est effectivement, il y a certaines activités qui vont nécessiter la présence d'investisseurs et des levées de fonds notamment. Et dès lors qu'on passe dans ce système d'un besoin de finance externe, de financement externe via des investisseurs, que ce soit des business angels, même friends and family ou des fonds d'investissement, peu importe, à partir de ce moment-là, c'est sûr que le statut d'auto-entrepreneur trouve ses limites. Donc là, à partir de ce moment-là, on sait qu'on va être dans un business model où on va devoir faire rentrer des investisseurs assez rapidement. La forme sociale d'auto-entrepreneur, entreprise individuelle, n'est à mon sens pas adaptée. Il faudra se tourner très rapidement vers le statut société. Et c'est d'ailleurs souvent le cas lorsqu'il y a une pluralité d'associés dans un projet. C'est la forme société est quand même à privilégier dans ce genre de cas. Voilà. Si on se lance tout seul, on peut le gérer, l'auto-entreprise de son côté. Si on a besoin de se constituer en société, par contre, il faut faire appel à un avocat. Ou pour choisir le type de société, combien est-ce qu'il faut compter à peu près en termes de budget pour se faire accompagner par une structure juridique, par un avocat? Alors, dans ce genre de cas, déjà, il faut bien distinguer 2 choses, puisque souvent les clients disent « c'est cher une création de société ». Mais en fait, c'est pas que c'est cher, c'est que déjà, il y a des frais liées aux formalités d'immatriculation de la société. Donc déjà, il faut bien distinguer la mission de l'avocat, c'est-à-dire la rédaction de toute la documentation juridique, c'est-à-dire à la fois les statuts, le procès verbal d'assemblée générale, de nomination du président et autres, etc. Ce qu'il peut y avoir, en tout cas, de nécessaire à rédiger en tant qu'acte juridique. Ça, c'est les honoraires d'avocats qui peuvent, en fonction de la forme de société, en fonction de la complexité des statuts, en fonction du nombre d'associés, c'est pour ça qu'il n'y a pas de tarif standard. En tout cas, Captain Contrat propose des tarifs vraiment très compétitifs aux entrepreneurs qui souhaitent se lancer en société pour se faire accompagner par un avocat dans le cadre de la rédaction des statuts. Donc il y a toute cette partie-là, honoraires juridiques, qui peut varier honnêtement de peut-être, je n'ai pas les montants
montant exact, hein, mais ça peut aller de 300 à plus de 5000 euros en fonction de la complexité des statuts. Et vous avez ensuite la partie formalité liées à l'immatriculation qui tournent aux alentours. Alors souvent, soit vous faites les démarches vous-même, mais bon, ça prend beaucoup plus de temps, soit vous passez par un formaliste. Et les sociétés de formalistes qui sont donc spécialisées pour diligenter toutes les formalités juridiques d'immatriculation prennent environ, je crois, 600 euros. Donc grosso modo, je pense que la création de société, en tout cas, vous aurez un package frais d'immatriculation et honoraires juridiques aux alentours de 900 000 euros pour une société simple à constituer. Voilà. Ok. Bon, on a parlé de juridique sur la création de la société. C'était le premier point, c'est essentiel. Alexis, tu évoquais tout à l'heure le fait de commencer sa reconversion quand on est encore en poste. Et tu parlais de la recherche client. Qu'est-ce que c'est que la recherche client et comment est-ce qu'on peut l'appliquer nous aussi ? Pareil, on va essayer d'être le plus simple et concret possible. La recherche client, c'est comprendre et mettre des hypothèses sur quel est mon client cible, quel est le client qui a besoin des compétences que je suis prêt à vendre et à mettre à disposition sur le marché. Et en fait, cette phase-là, elle peut arriver sur son temps libre, à côté d'un job salarié, d'un job étudiant, ou alors quand on a quitté son job pour se lancer. L'idée, c'est d'émettre des hypothèses et de se dire, bah tiens, moi par exemple, je vends de la rédaction web et je me dis que la première hypothèse, c'est de se dire, bah tiens, peut-être que les petites PME de ma région ont besoin de créer un blog et de se faire connaître. Hypothèse 1. Hypothèse 2, les startups qui lèvent des fonds ont besoin aussi de communiquer, de faire des communiqués de presse, etc. Hypothèse 2. Et donc d'aligner les hypothèses en fonction des intuitions qu'on peut avoir sur un marché donné, mais aussi des entreprises avec lesquelles on a envie de travailler. Ce qui est quand même important aussi, on le fait aussi pour se faire plaisir en termes de clients et de missions. Et d'ensuite d'aller tester chacune de ces hypothèses-là. Il y a plein de manières de faire, soit effectivement d'aller vendre directement des prestations, mais la partie recherche client, c'est plutôt d'aller questionner sur des entretiens, ce qu'on appelle des entretiens qualitatifs dans le jargon marketing, et de se dire, voilà, je vais prendre 1 heure, je vais contacter 10 PME de ma région pour leur poser des questions pendant 1 heure que je vais enregistrer pour essayer de comprendre un peu quels sont le niveau de maturité marketing, c'est quoi les projets du moment, est-ce qu'ils ont des besoins, est-ce qu'ils travaillent déjà avec des prestataires, etc. Se faire cette mini étude de marché, 10 entreprises, 10 heures, globalement c'est 30 heures de travail là-dessus et on peut déjà se dire ok, j'ai les mots, j'ai le discours de ces PME-là, je comprends le besoin et donc ça va être beaucoup plus facile derrière de leur vendre parce que vous aurez discuté avec 10 entreprises sur lesquelles vous avez récupéré les besoins, récupéré les mots qui sont utilisés, etc. Et en fait on teste une hypothèse après l'autre et toujours ce qu'on se disait tout à l'heure, se mettre toujours en action, je pense que c'est le plus important. Et donc c'est un job qui peut être fait quand on est salarié, mais aussi quand on se lance, et qui ne doit pas prendre plus d'un mois et demi. L'idée, c'est d'aller le plus vite possible, quoi. Il y a un enjeu aussi, nous on fait beaucoup de mise en réseau, c'est-à-dire que les entrepreneurs qu'on accompagne, on essaye de leur faire rencontrer le maximum de monde possible. Et selon les marchés sur lesquels on se lance, il y a des enjeux à bien comprendre les business models d'une filière. Très souvent, on a des gens qui se lancent qui ont une idée pertinente, mais qui n'ont pas compris. Parce que du coup ils se lancent dans un environnement qui n'était pas le leur en tant que salarié, qui ne comprennent pas forcément comment marche le business et qui est réellement l'acheteur de leur proposition. Je vais prendre un exemple peut-être pour matérialiser le truc et puis je vais parler d'un exemple d'échec personnel, comme ça va démystifier les choses, mais j'étais très jeune, j'avais une vingtaine d'années, j'ai constitué, c'était un modèle associatif, mais l'objectif était de vendre des spectacles d'artistes musiciens. J'ai mis très longtemps à comprendre que les salles dans lesquelles vous voyez jouer les artistes, c'est pas elles qui achètent le spectacle. Elles, leur rôle, c'est de mettre à disposition leur salle, de faire en sorte qu'il y ait la technique, des enceintes, des lumières, etc. Mais qu'il y a différentes structures en fait dont le métier est de louer cette salle pour proposer un plateau d'artistes à un public, et que ces structures ont l'habitude d'acheter leurs spectacles non pas en direct mais à ce qu'on appelle des tourneurs, des gens qui vendent ces artistes, et que moi mon rôle en tant que représentant de ces artistes est de convaincre un tourneur de vendre mon artiste à un producteur qui lui va louer une salle de concert. Et donc j'ai passé beaucoup de temps à démarcher des salles de concert en direct pour finalement comprendre que c'était pas eux mes clients. Et qu'il y avait 2 intermédiaires entre moi et le consommateur final qui est le public qui vient voir ce spectacle. Donc c'est l'exemple d'une filière, et puis ça a pu bouger entre temps parce que ce monde-là a beaucoup évolué, c'était il y a une vingtaine d'années, mais c'est un cas très fréquent
Nous, on rencontre beaucoup d'entrepreneurs qui viennent avec une idée brillante et intéressante en tout cas, et qui ont du mal. Ils testent et puis ils voient que ça marche pas. Et effectivement, l'idée pour combattre ça, c'est rencontrer le plus de personnes possible qui bossent dans le domaine d'activité. Et surtout, on va lever une autre des peurs qui est de je vais me faire piquer mon idée. Là-dessus, il faut démystifier complètement. C'est-à-dire que l'énergie que vous êtes vous-même prêt à déployer pour amener à terme votre idée, très très peu de gens vont se battre pour prendre votre place et dépenser cette même énergie sur une idée qui n'est pas la leur. Oui. C'est-à-dire qu'une partie de ce qui vous motive, c'est votre propre ego, parce que c'est votre idée. Et donc du coup, le piquage d'idées, concrètement, ça arrive dans certains business, etc. Je me suis fait raconter certaines mésaventures, mais c'est extrêmement rare. Et le plus souvent, les gens n'auront pas envie de prendre votre place sur une idée qui n'est encore qu'une idée et qui n'a pas encore rapporté d'argent. Peut-être qu'une fois que ça en aura rapporté beaucoup, là, il y aura des velléités qui vont se manifester, mais a priori, si vous allez travailler avec un bon avocat, il n'y aura pas de problème. Vous serez protégé pour ça. Non, je te rejoins complètement. Les réponses, on les trouvera pas en réfléchissant fortement, en y pensant très fort, en s'affirmant qu'on va réussir et en passant nos journées derrière notre ordinateur. Je pense qu'il faut aussi parfois se forcer à aller rencontrer du monde. Un exemple très personnel, quand j'ai commencé à me dire que la start-up dans laquelle j'étais était plus vraiment alignée avec mes valeurs et là où je voulais aller, je me suis dit ok, je vais changer un petit peu d'écosystème, c'est un écosystème que je connais un peu moins. Comment est-ce que je peux faire effectivement pour m'acculturer à un nouveau monde ? Et je me fixais un objectif qui était très simple encore une fois, de se dire toutes les semaines, au moins un midi par semaine, j'allais déjeuner avec quelqu'un que je connaissais pas forcément, que j'avais contacté sur LinkedIn. C'est 5 minutes pour envoyer un message en disant voilà, j'ai envie de découvrir un peu plus ce marché-là, comprendre comment ça fonctionne. Moi, je pourrais peut-être t'aider sur tel et tel sujet. Est-ce que ça dit qu'on se fasse un déjeuner ? C'est 1 heure au pire. Si ça se passe pas très bien, bon, on aura quand même mangé, on aura passé 1 heure ensemble. Mais et l'idée de multiplier ça, tu vois, d'avoir des petits pas et de multiplier ça même sur 50 semaines, 52 semaines. L'idée, c'est on a déjà 50 personnes dans notre réseau qui est potentiellement dans l'écosystème dans lequel on va être et qui pourront nous ouvrir des portes, nous générer des opportunités quand on sera prêt à se lancer et qu'on aura validé ces hypothèses-là, quoi. Oui, donc des potentiels prospects, des potentiels futurs clients, partenaires. Et du coup, dans cette recherche client qui a été démarrée pour d'abord comprendre le business, le secteur dans lequel on se lance, la façon dont les clients interagissent, les besoins qu'ils ont, est-ce que ça t'a permis de convertir ensuite certaines de ces personnes avec lesquelles tu avais discuté en clients ensuite ? Je te dirais même que les 4-5 premiers clients que j'ai eus sont exclusivement venus alors est-ce que c'est d'un réseau élargi ? C'est évident parce que qu'est-ce qui se passe ? Vous discutez avec quelqu'un sur un sujet que vous ne connaissez pas, vous allez être intéressé. Forcément, à un moment donné, cette personne-là va vous demander qu'est-ce que vous faites, quel est ton projet. Et donc, en théorie, si vous êtes au clair sur vos hypothèses, et la manière dont vous allez vous présenter, vous allez essayer de rebondir un petit peu sur ce que la personne vient de vous dire pendant 1 heure. Et donc généralement, c'est soit c'est intéressant, recontactons-nous dans quelques semaines parce que là, pour l'instant, on n'a pas encore ce projet-là, mais ça va arriver. Ou alors, très souvent, ce qui m'arrivait, c'était mais ça tombe bien que tu me parles de ça parce que je discutais avec Michel il y a 1 semaine, il avait peut-être ce besoin-là, je te fais une mise en relation. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'en tout cas sur la prestat de service, on est sur un business. De relations. Alors certes, il y a des compétences, mais les clients travailleront aussi pour la personne que vous êtes, pour les contacts que vous pouvez avoir, le réseau que vous pouvez avoir. Et donc, il faut travailler cette mise en relation-là, au-delà, et se relationner là, au-delà de simplement nos compétences, je dirais, dures et business. Et le premier contact était d'autant plus facile aussi que on demande est-ce que tu veux déjeuner avec moi, est-ce que je peux te poser des questions parce que pour l'instant j'ai rien à te vendre mais j'ai envie de me lancer potentiellement plus tard et j'ai besoin de ton aide, de savoir comment ça fonctionne, que d'envoyer un message en disant salut, je te vends ça, est-ce que tu veux acheter, et ça on en reçoit des dizaines de messages comme ça sur LinkedIn de la longueur de journée. Ça marche moins bien que juste j'ai besoin de te poser une question. La meilleure façon d'obtenir un rendez-vous avec quelqu'un, c'est lui proposer une interview dans un podcast, une newsletter, dans quelque chose, juste un prétexte pour discuter avant de vendre quoi que ce soit. J'ajoute un petit point sur ça parce que tu as dit un truc super intéressant tout à l'heure qui est il faut parler de son projet. Et quand tu parles de ton projet,
En fait, effectivement, déjà, il ne faut pas avoir peur de se le faire voler. Ça, je te rejoins. Je pense que c'est très, très peu fréquent. Et alors, dans le secteur de la prestation de service, j'ai envie de te dire, se faire voler son idée, voilà, c'est d'autant plus rare et voire inexistant. C'est beaucoup plus vrai lorsque, effectivement, on crée une clé USB magique qui va révolutionner voilà, l'univers des hommes. Mais là, on est plus sur un secteur indépendant. De toute façon, c'est peut-être en prestation de service. L'idée a peu de chances d'être volée. Tout ça pour dire que on peut parler de son projet et je pense qu'il faut le faire. Et plus on parle de son projet, plus on va échanger avec des gens, plus votre entourage va être au courant du coup que vous avez ce projet, vous allez être au courant du secteur d'activité dans lequel vous avez développé peut-être une solution innovante ou autre. Et c'est pas forcément dans cette cadre de discussion qui peut être informelle parfois, juste le fait de parler de son projet, que vous allez finalement générer un client. Moi, je prends mon exemple personnel. Nous, en tant qu'avocats, on a des règles déontologiques très strictes qui nous interdisent de faire du démarchage, de la publicité. Donc, en fait, si vous voulez, le seul moyen pour nous de développer de la clientèle, c'est forcément pas de faire de la pub sur Internet, mais c'est au contraire d'aller faire des déjeuners, comme tu le dis, d'aller de parler à des événements, d'aller à des événements, des colloques, des séminaires, de venir, par exemple, aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui, on va pouvoir, nous, chez Team Avocat, générer un client, c'est une possibilité, ou pas, mais c'est pas grave. Mais ne serait-ce que la visibilité qu'on va avoir dans ce genre d'événement, de parler de ce qu'on fait, c'est là où on va pouvoir générer des clients. Et cet objectif de 52 semaines, un déjeuner par semaine, en plus, c'est super, à condition de faire du sport à côté pour évacuer un peu. Mais c'est des super. Voilà, je pense que c'est super de se fixer une feuille de route comme ça. Et je partage totalement ce point de vue. Ça a une autre vertu, c'est un peu pour la blague, mais c'est pas si faux que ça. C'est que si vous en parlez régulièrement avec des inconnus, vous en parlerez un peu moins à vos conjoints, conjointes ou meilleurs amis, qui eux ont bien compris ce que vous voulez faire et n'en peuvent plus que vous leur en parliez. Je dis ça pour tous mes copains qui montent des boîtes. Mais voilà, c'est aussi une façon de moins polluer la vie privée avec le projet, d'être sûr d'en parler à l'extérieur à des gens que ça peut concerner de près ou de loin. Et on prend confiance aussi. Plus on en parle, plus on est confiant et plus on se persuade aussi qu'on va y arriver. Et mine de rien, c'est aussi important parce que plus on garde une idée, c'est un petit peu quand on garde une idée, un projet dans les coulisses, on n'ose pas le sortir, plus on attend, en fait, plus on se met la pression. Parce qu'on se dit, j'ai passé tellement de temps, j'en ai toujours pas parlé, etc. Et donc ça va être de plus en plus dur. Alors que plus vite on en parle, même si c'est brouillon au début, c'est pas grave. On prend confiance, ça nous permet de tester des versions de comment est-ce qu'on se présente, qu'est-ce qu'on raconte, à qui, etc. Et encore une fois, on est toujours sur une démarche itérative. Et je pense que c'est ce qu'il y a de plus important aujourd'hui pour se lancer beaucoup plus sereinement, quoi. Cédric, tu parlais tout à l'heure des couveuses. Je trouve le principe génial. Est-ce qu'il y a d'autres organismes, d'autres communautés, d'autres lieux qui peuvent nous accompagner quand on est en reconversion? Vers qui est-ce qu'on se tourne? Bien sûr, alors les couveuses, c'est un dispositif particulier qui permet de sécuriser cette question de création de statut juridique et de repousser la création du statut juridique. Mais il y a beaucoup d'acteurs dont le rôle est d'accompagner les entrepreneurs. Le terme est mixte, je le précise, R-E, et qui permet de sécuriser leur lancement. Alors il y a des incubateurs qui sont des incubateurs, des structures, des accélérateurs. On a fait à peu près toutes les pièces de moteurs. Il y a à Marseille un carburateur, qui est un lieu qui réunit beaucoup de structures d'accompagnement à la création d'entreprises. Donc effectivement, c'est très branché mécanique comme écosystème, en tout cas dans la dénomination des structures. Mais il y a différents rôles. On va en distinguer deux généralement. Il y a des structures qui sont là pour financer les entreprises ou les entrepreneurs au démarrage, et où les entrepreneurs, il peut y avoir des prêts, des subventions qui peuvent être attribués soit directement aux personnes, soit à la personne morale une fois les statuts juridiques créés. Donc il y a deux acteurs principaux que je vais nommer, qui sont France Active et France Initiative, qui ont des modalités d'intervention différentes, mais qui agissent toutes les deux auprès des entrepreneurs pour amener les premiers fonds, et qui font souvent levier sur des prêts bancaires, et qui peuvent organiser des tours de table pour les premières récoltes de fonds. Donc là, on n'est pas sur la levée de fonds avec des recherches d'investisseurs, mais ils peuvent le faire aussi, et c'est un bon amorçage pour ça. Après, il y a des structures comme Intermed, celle que je dirige, dont le métier est vraiment l'accompagnement
Donc nous on finance pas, mais on met en relation avec des financeurs, et par contre on va s'occuper de tout le reste. Donc on va accompagner les entrepreneurs sur leur montée en compétences. Devenir chef d'entreprise, ça s'apprend. La gestion d'entreprise, c'est pas forcément inné. On n'a pas tous fait des études de compta, on n'a pas tous une passion pour l'administratif, et en même temps quand on va déléguer à un avocat, à un comptable, ou pourquoi pas à des salariés, on a besoin quand même de savoir un peu ce qu'ils vont faire et d'avoir des notions des missions qu'on leur confie pour être sûr qu'elles soient bien exécutées derrière. Donc nous on va former les entrepreneurs et leur donner les compétences de base de façon transversale. Donc on va de la comptabilité au marketing. Alors on ne fait pas tout, on fait appel à des experts externes sur chacune des thématiques. On a aussi des experts en interne. Donc il y a un gros aspect formation parce que diriger une entreprise, ça s'apprend. Il y a un aspect plus individuel, plus psychologique, c'est-à-dire que chaque entrepreneur chez nous va avoir un appui, une personne avec laquelle il va avoir des entretiens réguliers tous les 15 jours, tous les mois, où là on fait office de conseil, parce qu'entreprendre, c'est des hauts, des bas. Il y a des moments tout vous sourit, tout le monde vous dit oui, et puis il y a des moments toutes les portes se ferment, ah ben non, juridiquement c'est pas possible, ah ben il y a tel client qui m'a pété entre les doigts, etc. Donc on est un peu dans un ascenseur émotionnel permanent. Donc ça, on a des équipes qui sont formées à accompagner les personnes à traverser ces hauts, ces bas, et à garder un cap par rapport à des objectifs personnels qui ont été fixés. Donc il y a un aspect psychologique, conseil, coaching. Et puis il y a un troisième aspect dont j'ai déjà parlé, qui est vraiment, on met ça nous sous l'appellation mutualisation, mais on va mettre à disposition tout un tas de moyens matériels, donc des espaces de travail comme celui dans lequel vous êtes aujourd'hui, aussi des ressources, donc c'est bête, mais des contrats type, des factures type, des accès à la réglementation, etc., tout un tas de ressources documentaires qui sont utiles et que nous on a compilées. En termes de ressources, on va aussi compiler tout ce qui peut être appel à projet, appel à manifestation d'intérêt, etc., des commandes au final dans lesquelles les projets qu'on accompagne peuvent s'inscrire. Nous on a une particularité chez Intermed, on est spécialisé sur les projets d'économie sociale et solidaire. Je parle vite pour essayer de ne pas monopoliser tout le temps de parole. Et enfin, dans cet aspect mutualisation, il y a ce dont on a parlé, qui est tout l'aspect mise en réseau, rencontre. Donc nous, forcément, tous les entrepreneurs qu'on accompagne, on va les mettre en relation avec ceux et celles qu'on a accompagnés par le passé, qui sont dans les mêmes secteurs d'activité. Mais en gros, tout ce qui va pouvoir leur faire gagner du temps et de l'énergie. Et effectivement, quand on fait de la mise en relation, comme tu le disais tout à l'heure, ça va beaucoup plus vite d'obtenir un rendez-vous quand on a été mis en relation par une personne de confiance que lorsqu'on se pointe comme ça. Voilà. Moi, j'avoue que sur LinkedIn, je réponds beaucoup plus facilement aux recommandations que aux sollicitations de j'ai ça à vendre, j'ai ça à vendre, j'ai ça à vendre. C'est logique. Bon, on n'est pas tout seul, on est bien accompagné. Il nous reste un petit quart d'heure avant de prendre les questions du public ici à Marseille et puis à distance. J'aimerais terminer là-dessus sur les ressources d'abord, parce que j'ai encore d'autres questions pour vous. Quelles sont les ressources? Parce qu'on a besoin de s'inspirer aussi d'autres parcours d'indépendants. Alexis, toi-même, tu as plein de ressources que tu as créées toi-même, et puis il y a peut-être d'autres dont tu peux nous parler. Effectivement, je suis un peu biaisé, je vais pas faire que vendre mon projet, mais effectivement, il y a Tribu Indé, qui est pour moi la meilleure ressource pour les indépendants. Mais effectivement, il y a plein de podcasts. Tribu Indé en fait partie, mais il y a plein d'autres podcasts. Il y a plein d'autres copains indépendants qui ont monté des podcasts, monté des newsletters. Et des simples recherches suffisent. On tape freelance sur Spotify, on tape freelance rien que sur Internet, on va tomber sur plein de choses. Il y a des bouquins, dont un bouquin que je recommande particulièrement qui s'appelle Freelance, l'aventure dont vous êtes le héros. Qui a été écrit par moi-même. Encore une fois, je suis un peu biaisé. Mais il y a plein de ressources. Je trouve qu'il y en a de plus en plus. Je pense que c'était moins le cas il y a 5-6 ans. Et je pense que... il y a forcément plus de freelance. Le freelancing n'est pas apparu il y a 10 ans non plus, mais je trouve que ça s'est démocratisé. C'est un peu plus accepté aussi aujourd'hui. Là où à l'époque, c'était un peu les gens en marge de la société qui n'arrivaient pas à trouver un job. Aujourd'hui, c'est un peu plus accepté, donc on en parle beaucoup plus ouvertement. Mais je dirais que pour commencer, Tribu Indé, il y a déjà de quoi faire, à mon avis, pour démarrer. Oui, je crois qu'il y a tout un écosystème qui s'est créé autour des indépendants qu'il n'y avait pas il y a 4-5 ans, et je recommande, je l'ai lu aussi, Freelance, l'aventure dont vous êtes le héros, et pour le coup, bien joué, parce que c'est des bons conseils qu'on peut appliquer assez facilement, et on va en parler d'ailleurs d'autres conseils, la recherche client, t'en parles dans le livre, on en parlera d'un autre dans un instant. Mais bon, reprenons notre indépendant qui, ça y est, a réglé ses peurs, a trouvé son statut, s'est fait accompagner et est prêt à se lancer, et là, se démarre maintenant. Comment est-ce qu'on lui garantit un succès
dans son lancement. C'est compliqué de garantir un succès. Mais comment est-ce qu'on fait quand on arrive sur un marché où il y a déjà des concurrents, peu importe que ce soit un marché ancré dans un territoire ou que je me lance sur un métier du digital sur lequel il y a déjà plein de concurrents, comment est-ce qu'on fait pour se démarquer, pour trouver une identité? Allez, pour qui cette question? Alors, je vois que les regards se tournent encore vers moi. Comment est-ce qu'on fait pour se démarquer? Déjà, je pense que tout ce travail de recherche qu'on a vu, ça paraît un peu difficile, on n'est pas forcément à l'aise, on l'a peut-être pas forcément fait, mais déjà, ça vous place dans les 10-15% des freelances qui ont en tout cas l'avis extérieur de quelqu'un de professionnel qui sait où est-ce qu'il va parce qu'il a un positionnement qui est suffisamment clair, il a des compétences qui ont été définies, il peut déjà partir sur quelques missions. Ça, je pense que c'est le premier sujet. L'autre sujet, je ne sais pas si on va l'aborder ou pas, mais c'est sur le point de l'organisation. Je pense qu'il y a au-delà effectivement des compétences métiers que chacun d'entre nous a en tout cas et devrait avoir pour se lancer, qui pour moi un prérequis. Il y a effectivement les compétences business, on en a parlé, de la recherche client, comment est-ce qu'on peut gérer son marketing, comment on gère sa relation client, comment on gère sa gestion de projet, comment est-ce qu'on gère un appel client. Et il y a aussi la partie organisation qui est très liée avec tout ce qu'on a dit sur le passage à l'action. Je pense que c'est extrêmement important d'être organisé parce que le risque, c'est que lorsqu'on était salarié, on dépendait d'un manager, il y avait un manager, il y avait une équipe qui pouvait nous pousser derrière. Là, la réalité, c'est que on est tout seul. Alors les premiers jours, c'est hyper sympa, on se dit qu'on est libre et qu'on peut faire ce qu'on veut, mais généralement, à la moindre difficulté, il y a la motivation et notre petit singe de procrastinateur dans le cerveau qui nous dit, écoute, mets-toi sur le canapé tranquillement, il y a une nouvelle série Netflix, et donc on bosse pas. Et la clé de ça, c'est d'avoir une organisation rigoureuse. Généralement, parfois, on me dit attends, mais t'as pas l'air libre, ton organisation est très structurée, etc. Moi, je trouve que c'est dans ces contraintes entre guillemets qu'on trouve cette liberté-là et surtout on avance. Et donc peut-être on en parlera sur moi ma manière de faire avec des plans 90 jours qui te forcent. Allons-y parce que c'est dans ton livre, tu en parles du plan 90 jours qui t'organise. Et la semaine dernière, j'étais à Paris et j'ai croisé une indépendante qui m'a elle-même dit que le week-end, elle avait passé à faire son plan de 90 jours et qu'elle se sentait soulagée, qu'elle se sentait organisée et sereine alors qu'elle est dans une activité sur laquelle elle démarre, sur laquelle elle est en train de se structurer. Donc raconte-nous ce que c'est ce plan de 90 jours. Bon, on va essayer de faire court. L'idée, c'est il y a deux manières de voir. Soit on se dit, on la joue artiste bohème et on bosse sur des projets à l'inspiration. On se dit, ok, quand j'ai le temps, je bosse dessus. La réalité, c'est que du coup, soit les projets prennent 6 mois au lieu de 3, soit en fait, on trouve toutes les excuses du monde pour pas se lancer et pour pas avancer. L'idée des plans de 90 jours, c'est d'agir un peu plus comme un stratège et de se dire, ok, 90 jours, c'est 12 semaines, c'est 3 mois, c'est 4 itérations dans l'année. C'est suffisamment de temps pour lancer, amorcer des projets, commencer à avoir potentiellement des premiers résultats, et en même temps c'est pas trop de temps de perdu si jamais on s'est planté, parce que ça arrive de se planter sur des projets. Et donc l'idée, c'est de se dire sur 90 jours, quels sont les 2-3 objectifs sur mon propre business que je peux me fixer. Je sais pas, au hasard, dans 3 mois, je veux que mon site internet soit opérationnel avec une page d'accueil, avec une page contact, une page portfolio, une page offre. Bon, ça, c'est les objectifs. On en a 2-3 maximum, ça doit être notre ligne de vue. Moi, les miens sont affichés, placardés sur du papier en face de mon bureau. Et ensuite, on en découle quelques projets. Pendant 90 jours, on passe du temps à créer ce plan 90 jours. Sur un week-end, ça suffit largement. Et ensuite, on se dit pendant 3 mois, c'est un peu un tunnel où l'idée, c'est d'exécuter un maximum et de plus trop se poser de questions. Et donc, on met de côté les peurs au maximum et de se dire, ok, en fait, dès le lundi matin, comment est-ce que sur cette semaine-là, je vais pouvoir avancer, me rapprocher un petit peu de l'objectif, par exemple, de créer un site internet. La première étape, je sais pas, je vais faire le point sur mes compétences. Deuxième étape, en mois 2, je vais aller faire plein de recherches, je vais tester des hypothèses. Et le mois 3, je vais acheter le nom de domaine, je vais créer la première page, première version, etc. Donc c'est l'idée d'avoir quelques objectifs, quelques projets. Moi, je dis toujours, mieux vaut prendre moins de projets et de se dire ouais, mais en fait c'est pas assez ambitieux sur 3 mois, si je prends que ça, est-ce que ça va être suffisant? Mieux vaut en prendre moins et aller au bout que d'avoir 40 projets, et on a tous des copains qui ont plein d'idées, mais qui en fait au fond à la fin de l'année n'ont pas fait grand chose, il y a plein de trucs qui ont été ouverts, mais rien de vraiment concret. Ouais, j'ai quelques personnes en tête qui sont comme ça, qui aiment bien lancer des projets mais qui ont du mal à les développer jusqu'au bout. Donc plan 90 jours si on est désorganisé. Ça vous parle ça, un plan 90 jours, une telle organisation? Je pense que je trouve ça exceptionnel l'organisation de se tenir un truc de 90 jours comme ça. Maintenant, effectivement, l'organisation, je pense que c'est un point clé et je pense que c'est un point qui va
permettre à l'indépendant d'avoir une rigueur de travail. Ça c'est sûr que c'est ce qui va lui permettre, parce que la question initiale, je crois que c'était comment on se démarque, comment trouver le client. Alors sur l'organisation, effectivement, ça va te permettre d'avoir de la rigueur. Je pense du coup peut-être de la réactivité vis-à-vis des clients, de la disponibilité, voilà, beaucoup de valeurs que les clients attendent en tout cas. Moi en tout cas quand j'ai monté mon cabinet, un cabinet d'avocat, c'est un peu difficile de se démarquer, hein, parce que on peut pas trop innover, souvent eu égard à nos règles déontologiques, et donc du coup il a fallu un peu étudier le marché, étudier un peu mes clients et voir un peu leurs besoins, qu'est-ce qu'ils appréciaient, qu'est-ce qu'ils appréciaient moins. Et donc du coup en fait je pense qu'il y a 2 points lorsqu'on veut justement chercher du client, c'est définir une vraie identité. Ça c'est le point numéro 1, et le deuxièmement c'est la stratégie. La stratégie, l'identité, l'identité, est-ce qu'on va vouloir avoir une identité, nous en tout cas en tant qu'avocat, une identité, est-ce que plutôt cabinet traditionnel ou plutôt un cabinet plutôt un peu plus start-up, réactif, agile, etc. Et après il y a la question de la stratégie, c'est comment on va gagner ses clients. Donc en fonction forcément de la clientèle que tu vas viser, tu vas adapter ta stratégie de communication. Moi, par exemple, nous, on a beaucoup de clientèle, on va dire, avec une moyenne d'âge qui est quand même plutôt jeune. Je me suis rendu compte assez rapidement que moi, mes clients, quand je leur envoyais des mails au début, parce que je démarrais dans des gros cabinets, on envoyait des mails longs avec des jurisprudences, avec des articles très détaillés, souvent pour des questions de responsabilité, pour se couvrir. Et finalement, en parlant avec mes clients qui sont aussi souvent des potes, faut être honnête, au début, quand on se lance, ils te disent « Non mais moi, Tim, tes mails, je les lis pas. En fait, j'ai pas le temps, j'ai pas envie. Donc moi, je te pose une question, je veux une réponse concise et claire. » Donc à partir de ce moment-là, il faut adapter aussi son mode de communication, son mode de parler aux clients, etc. Et c'est comme ça, c'est en essayant d'identifier la demande du client, ce dont il a besoin, et en proposant forcément ce qu'attend le client, qu'on va gagner de la clientèle. Voilà, moi c'est comme ça qu'en tout cas que ça a fonctionné, et d'essayer d'innover toujours. Et je rebondis juste sur moins d'une minute. Toutes ces questions-là, elles sont extrêmement importantes. Comment est-ce que je communique face à mes clients ? Et on en revient, et comme ça la boucle sera bouclée sur la partie recherche client. Ces informations-là, on peut facilement les récupérer en discutant avec son client, en se disant qu'est-ce que tu lis comme contenu, est-ce que tu es sur quelle plateforme, comment est-ce que tu aimes recevoir l'information, à quelle fréquence, etc. Et en fait, toute cette recherche-là te permet aussi d'aller bosser ta stratégie en amont et de ne pas faire fausse route, en tout cas le moins possible, d'anticiper au maximum toutes les actions qu'on va pouvoir avoir sur la partie marketing, en tout cas. Non, et quelque chose qui est en filigrane au final dans ce que vous dites quand on parle de besoins de clients et tout, mais ça peut paraître impulsif, mais c'est important de le dire en fait, c'est qu'il faut bien travailler, et un client satisfait est un client qui communiquera positivement sur vous. Et comment se distinguer, comment faire en sorte que ça marche, etc. À un moment donné, il y a la qualité de ce qu'on fait, et la qualité de ce qu'on fait, on peut nous-mêmes l'apprécier quand on l'a fait, mais ça reste la personne qui bénéficie du travail qu'on a fait qui est la plus à même de juger si elle est satisfaite ou pas. Et donc prendre le temps alors maintenant on est en plus dans l'ère de la notation, etc. Mais selon ce qu'on vend, le système d'évaluation peut être différent. Mais il y a vraiment un enjeu à garantir que ce qu'on a proposé convient aux personnes qui l'ont demandé en fait. Et voilà, ça peut paraître une évidence, mais je pense que c'est important. Après, sur le nombre de projets, est-ce qu'il réussit pas ou qui réussit, etc. Moi, je sais que j'ai une maxime que je répète souvent, c'est si tu réussis tout ce que tu entreprends, c'est probablement que tu n'entreprends pas assez. C'est-à-dire que c'est logique qu'il y ait des choses qui fonctionnent pas, et il faut en essayer de multiples, et forcément insister sur ce qui marche. Excellent. Alors moi j'ai une dernière question et puis on passera aux questions de nos spectateurs qui sont présents ici et qui sont à distance. Je sais qu'il y a des questions qui sont arrivées. Ma dernière question c'est, est-ce que pour terminer en se rassurant, vous n'auriez pas un parcours, un ou deux parcours, allez rapidement, d'indépendants qui ont entamé une reconversion et pour qui ça a fonctionné et dont on pourrait tirer quelques clés de succès du coup? Qui me vient, qui n'est pas du tout un projet que j'ai accompagné en plus, donc comme ça il n'y a pas d'autosatisfecit. C'est un ami là qui vient de monter sa boîte. Je vais essayer d'être assez succinct, mais il a créé une plateforme pour mettre en lien des constructeurs
de maisons avec des personnes qui fabriquent des structures autoportées, donc voilà, des charpentes. Il y a différentes méthodes, et il y a des méthodes maintenant un peu innovantes qui font qu'on reçoit les choses en kit, etc. Et il y a des gens qui vendent des maisons qui ont besoin de ces matériaux-là, donc c'est très à la mode, c'est éco-construction, etc. Naninana, mais il s'est rendu compte qu'il a travaillé très longtemps dans la filière de la construction bois, et il s'est rendu compte qu'il y avait un trou dans la raquette, que l'offre et la demande n'étaient pas connectées à cet endroit-là. Il a créé une plateforme web qui réunit, donc les vendeurs sont abonnés à la plateforme, et les acheteurs potentiels peuvent émettre sur ces plateformes des appels d'offres. J'essaye d'être court. Ce qui est intéressant, c'est que ça fonctionne, donc il a des abonnements et tout, ça vend, mais c'est que ce qui lui fait gagner sa vie au final, c'est qu'en créant cette plateforme, il a été identifié comme un expert de l'utilisation de ces matériaux-là, etc. Et que, du coup, il vend du consulting à des gros promoteurs qui montent des projets de construction en bois, et ils se sont rendus compte qu'il y avait il y en a plusieurs, mais qu'il y avait un expert en France de cette thématique-là qui était proactif, qui était agile, qui justement avait créé sa propre plateforme et avait cet esprit indépendant. Et du coup, il vend du consulting. Donc maintenant, il a 2 sociétés, la vente de consulting en direct et celle qui gère la plateforme. Mais c'est assez intéressant de voir que le succès commercial, au final, son projet initial est devenu le produit d'appel pour ce qu'il vend et qui réussit réellement. Voilà. Donc il y a eu un pivot. Et c'est en testant qu'il s'en est rendu compte, effectivement, et la plateforme, elle a changé. Elle est pourtant toute jeune, mais elle a déjà changé plein de fois de forme et de proposition et de format. Ouais. Mais on soupçonne pas aussi, et c'est ce que tu disais sur se donner un cap avec un business plan, etc. C'est important, mais en fait, on soupçonne assez peu les opportunités qu'on peut avoir. C'est-à-dire que alors on surestime complètement ce qu'on est capable d'accomplir sur une journée et sur une semaine. Je pense que même moi, sur mes to-do list, j'arrive jamais au bout de mes semaines, mais on est incapable de prévoir les opportunités qu'on va pouvoir avoir sur 3, 4, 5 ans, sur même 1 an sur un projet. Et je pense que j'en suis le meilleur exemple. Moi, il y a 5 ans, j'étais étudiant. J'étais même, il y a 5 ans, j'étais en costume cravate à la Défense, dans un cabinet de conseil et d'audit. Et aujourd'hui, j'écris des livres. Je suis en basket à Marseille. Mais j'ai écrit un livre, et je veux dire, on est incapable. Et le seul moyen de générer ces opportunités-là, bien, c'est de créer des choses, d'en parler, de communiquer, et d'être juste présent et de se lever tous les matins avec la banane de vouloir faire des trucs, quoi. C'est un beau message de fin. On va s'arrêter là-dessus pour mes questions à moi, et on va prendre des questions. Est-ce que quelqu'un dans la salle a des questions, a envie de réagir sur quelque chose qui a été dit, ou vous posez une question à Cédric, à Tim, à Alexis? Oui. Dites-la moi, et puis je la répéterai pour ceux qui nous écoutent à distance. J'en avais 2. C'était d'abord, est-ce que vous pensez que c'est possible d'organiser sa formation en étant en poste? Alors après, il y a des formules, j'ai vu, pour intermède, comme starter ou trouveuse. Et est-ce que voilà, c'est possible quand même? Parce qu'il y a aussi cette question d'assurer un revenu tout en essayant de mettre son projet en place. Mais voilà, je sais quand même qu'il y a la possibilité de... La question, c'est est-ce qu'on peut, je la répète juste pour les personnes qui nous écoutent à distance, mais la question, c'est est-ce qu'on peut lancer son projet pendant qu'on est en poste? Est-ce que rien que d'un point de vue organisation, on a déjà un travail à faire, on peut déjà préparer la suite? Je pense qu'il y a 2 questions dans cette question. Il y a 2 aspects. Il y a l'aspect peut-être plus juridique. Est-ce qu'on a la possibilité de le faire juridiquement? Est-ce qu'en étant salarié, tu peux éventuellement te lancer en auto-entrepreneur? Alors la réponse est oui, il n'y a pas d'incompatibilité à être salarié et auto-entrepreneur. Tu peux également être salarié et actionnaire d'une société ou même président d'une société. Ça, il n'y a aucune incompatibilité juridique en tout cas. La seule chose, c'est comme on l'a précisé tout à l'heure, il peut y avoir dans certains contrats de travail des clauses d'exclusivité, des clauses de non-concurrence, et de toute façon tu as un principe de bonne exécution de ton contrat de travail et être de bonne foi envers ton employeur, donc tu ne dois pas forcément nuire à ta société ou faire concurrence à ta société pendant que tu es en poste. Donc il y aura tous ces sujets-là à évacuer avant de te lancer, en tout cas au niveau juridique. Après au niveau opérationnel, je te laisse Alexis peut-être Je pense qu'effectivement c'est possible. J'en suis la preuve puisque j'ai commencé pendant mes études et j'ai surtout continué pendant toute la durée de mon contrat de travail quand j'étais en CDI.
En revanche, il faut être OK sur le fait qu'il va falloir mettre une intensité qui va être du coup doublée par rapport à quelqu'un qui se lance et qui ne fait que ça de toute sa journée. Donc ça veut dire parfois sacrifier, et ça a été mon cas, sacrifier des soirées entre potes parce qu'il faut bosser soit sur son business, soit sur les projets de ses clients. Il faut aussi pouvoir s'organiser le week-end pour travailler un peu plus. Donc oui, c'est possible. Moi, c'est presque ce que je recommanderais en fait. Parce que ça te permet de tester. Alors peut-être que tu vas mettre plus de temps à tester le projet que si tu te disais ok, je me lance et je me donne 3 mois, peut-être que ça va en prendre 6. Mais en même temps, tu vois, tu joues sur la sécurité tu as toujours quand même ton emploi. Tu dilues ton risque parce que ça te permet aussi d'avancer sans trop prendre de risques, notamment financiers. Et moi, je le recommande. Je trouve que si c'est OK avec ton employeur, que ton employeur est au courant et que même il peut te soutenir là-dessus, je trouve que c'est la meilleure manière de se lancer. En revanche, effectivement, il y a une intensité de travail à mettre parce que le soir et le week-end, quand tu as eu ta journée de boulot, je dirais classique, faut remettre une couche derrière. Mais je dirais que j'allais dire la carotte au bout est tellement incroyable, je trouve, de réussir à créer quelque chose de ses propres mains, d'aller facturer juste avec ses compétences sans dépendre d'une entreprise. C'est assez dingue. Moi, en tout cas, ça a valu les longues nuits et week-ends parfois où j'ai bossé avec des clients, quoi. J'ai l'impression que je vais prendre une métaphore sportive encore, mais je parlais de parachute. Quand on a parlé tout à l'heure de lever les peurs, etc., on était sur comment on convainc les gens de monter dans l'avion, quoi. Après, à quel moment on saute de l'avion, quoi. Et c'est-à-dire à quel moment on se lance sans filet tant qu'on est dans l'avion, ça veut dire qu'on a encore son emploi salarié ou un revenu de sécurité et tout. À quel moment on saute? Quand on est sûr que le parachute fonctionne, quand on est sûr qu'il est bien accroché, quand on est sûr qu'on est à la bonne hauteur et qu'on n'est pas au-dessus d'un volcan en flammes. Donc il y a quelques paramètres comme ça et tout à prendre en compte. Et est-ce qu'on peut commencer en étant salarié? Oui, si on estime que le risque est encore trop important. Après, la contrepartie de ça, Alexis l'a très bien dit, c'est que du coup, il va falloir bosser 2 fois, quoi, dans la même journée ou dans la même semaine ou dans le même mois, selon comment on s'organise. Mais effectivement, à un moment donné, il va falloir fournir le travail pour son employeur plus le travail pour son propre projet. Mais si l'état actuel du projet ne montre pas suffisamment de signes sécurisants pour lâcher un emploi, il faut conserver l'emploi. Après, selon les façons dont on quitte son emploi, on peut se retrouver avec une période d'indemnité et chômage. Faut savoir quand même qu'aujourd'hui, Pôle emploi reconnaît le statut des créateurs d'entreprise, c'est-à-dire que si vous annoncez officiellement à Pôle emploi que vous êtes en train de créer une entreprise, déjà ils vont vous proposer un peu de soutien, il y a l'accès à des formations, ils vont vous envoyer vers des opérateurs comme nous, mais du coup ils vont vous mettre sous un statut aussi où ils vont pas vous harceler toutes les semaines pour savoir si vous cherchez un emploi. Ils ont attesté que vous étiez en train de créer votre entreprise et donc ils peuvent même, dans certains cas, convertir une partie de vos allocations chômage en capacité d'investissement dans votre propre entreprise. Donc c'est des cas bien spécifiques, mais ça existe. Mais c'est vrai que la grosse question, c'est le temps. C'est-à-dire que quand on est entrepreneur, la seule chose dont on dispose de façon certaine, c'est le temps qu'on s'est soi-même donné pour créer son projet. Donc effectivement, si une partie de ce temps est allouée à travailler pour un employeur, il est réduit. Si une partie de ce temps... Voilà. C'est ça le plus important, et c'est globalement la clé dans notre vie et pas que dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que la seule chose dont on dispose réellement, c'est les heures qui sont devant nous entre le moment où on se lève et le moment où on se couche, quoi. Donc après, selon les envies, la notion de l'appréhension qu'on a ou pas de risque, etc., on l'alloue directement à son projet ou à quelqu'un. Mais techniquement, juridiquement, toutes les situations sont possibles, grosso modo. Donc oui, c'est possible. Est-ce que tu avais d'autres questions ? Oui, tout à fait. Enfin, pour le coup, on est nous spécialisés Internet sur les projets d'économie sociale et solidaire. Donc il y a une partie non négligeable des projets qu'on incube qui finissent par se monter sous format coopératif. Donc oui. Il y a après l'Union régionale des coopératives qui fait l'étude juridique à nos côtés sur ces projets-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Il y a un format d'exercice d'indépendant dont on n'a pas parlé, qui est le portage salarial. Ouais. Est-ce qu'il y a des secteurs où c'est intéressant? Est-ce qu'il y a un volume de chiffre d'affaires où c'est intéressant?
quand est-ce que ça devient intéressant d'utiliser le portage salarial? Mais il y a un volume de chiffre d'affaires qui est important à étudier parce que du coup le portage salarial va convertir le chiffre d'affaires que vous amenez à la société en salaire, donc avec un niveau de cotisation qui est identique à tous les salariés, soit grosso modo 50% du montant facturé, plus la société de portage salarial elle-même qui va prélever un pourcentage sur ce que vous amenez comme chiffre d'affaires pour vivre, hein, tout simplement. Et avant ça, il y aura eu un prélèvement de TVA, puisque la prestation aura été assujettie à la TVA. Donc en gros, il va rentrer dans vos poches en tant que salarié porté par une structure de portage salarial. Grosso modo, 30% de ce que vous aurez, 35 ou 40% de ce que vous aurez facturé, selon les cas. Donc ça veut dire qu'il faut quand même que le volume de facture soit suffisamment important pour que ces 45% soient suffisants pour vivre. Mais c'est la réalité. À partir du moment où vous sortez d'un statut micro-entreprise, c'est cette réalité-là qui arrive à peu près à tous les projets. Donc quel que soit le statut que vous choisissez, je bâcle le sujet. Mais grosso modo, pour moi, ce qui est déterminant dans le portage salarial, c'est de se dire que c'est une solution qui financièrement est équivalente à ce qu'on attendrait d'une réalité en vitesse de croisière sur un projet, quoi. Donc je trouve pas que c'est une solution qui peut être intéressante pour démarrer parce qu'elle est très légère juridiquement, mais qui financièrement est gourmande. Voilà. Et pour compléter, je pense qu'elle est aussi intéressante selon le type de client que tu as envie d'adresser. Typiquement, d'expérience que tu veux travailler sur des grands groupes, voire sur des missions en régie, c'est-à-dire chez le client, sur des missions longues. C'est extrêmement compliqué en tant qu'indépendant seul d'aller chercher ce genre de mission parce qu'il faut être référencé, parce que ça passe un coup par les achats, un coup par les RH. Et donc le fait d'être en portage salarial, la plupart des boîtes sérieuses de portage salarial sont globalement référencées dans la plupart des ETI et grands groupes. Donc tu vois, si ta cible est plutôt ce genre d'entreprise, effectivement ça peut être intéressant. Et c'est là-dessus, je pense que effectivement, je rejoins après tout ce qui a été dit. Ouais. Ça rejoint la question qu'on abordait tout à l'heure sur les business models, c'est-à-dire qu'effectivement, les grands groupes ont des méthodes d'achat qui sont très comparables au final au public, c'est-à-dire assez procédurières, et se faire référencer dans un grand groupe, c'est pas si évident que ça, il y a pas mal de papiers à fournir, c'est etc. des heures, hein. C'est des heures de travail, hein, voilà. pour faire payer une facture. Et du coup, les structures de portage salarial, effectivement, certaines sont déjà référencées, et ça peut être un vrai atout par contre. Est-ce que quelqu'un a une autre question ici? Non, alors on va passer, vous pouvez le garder si vous avez après, on va passer aux questions qui nous étaient posées à distance. Alors la première question, c'est qu'est-ce que c'est? Alors on en a parlé au début, c'est qu'est-ce que c'est le syndrome de l'imposteur? Alexis, t'en parlais au début. Donc, l'imposteur. On me met complètement. C'est pour toi. Le syndrome de l'imposteur, c'est l'idée de. En tout cas, moi, ma définition, c'est de se dire je me sens jamais à ma place, là où je devrais être, et je me sens pas à la hauteur de réaliser telle ou telle tâche. Et j'en parlais notamment dans le livre, et moi, c'est intéressant de voir que le syndrome de l'imposteur, il n'est pas juste sur des débutants, des gens qui se lancent. Typiquement, j'ai écumé les interviews de personnalités publiques, de directeurs d'artistes, de sportifs, et des gens comme Lady Gaga, comme Serena Williams, comme l'ancien PDG de Starbucks, qui sont quand même des gens où on se dit bon, ces gens-là sont à leur place et il ne devrait pas y avoir de soucis en termes de mental. C'est des gens qui doutent et qui parfois se disent est-ce que je mérite vraiment là où je vais, là où je suis, est-ce que je devrais vraiment aller chercher tel nouvel objectif, etc. C'est toute cette remise en question un peu permanente qui est juste un combat entre soi-même, hein, pour être clair. Donc l'accepter et se dire que ça arrive à tout le monde et que c'est pas très grave. Si on se pose des questions, si on doute, on est plutôt sur la bonne voie. Une deuxième question qui est aussi pour toi, Alexis. Si je me trompe dans mon tunnel de 90 jours, je vais perdre mon temps. Quels conseils pour prendre du recul et objectiver? Alors déjà, on perd jamais vraiment de temps.
C'est-à-dire que oui, il y a certains projets où on va se dire ok, finalement ça va pas dans la bonne stratégie dans laquelle on pensait aller, mais on aura appris soit des nouvelles compétences, on aura appris de la gestion de projet, on aura potentiellement peut-être eu une opportunité parce qu'on aura communiqué sur un projet, quelqu'un nous aura contacté et en fait derrière cette personne-là échangera et sur un nouveau projet. Donc ça c'est la première manière. Et effectivement, ce que j'ai pas précisé tout à l'heure, c'est que le plan 90 jours, l'idée c'est de le raccrocher, c'est pas juste de repartir d'une feuille blanche tous les 90 jours parce que effectivement le risque du coup est multiplié. Mais c'est l'idée de le raccrocher à un objectif annuel. Ça peut être un objectif de chiffre d'affaires, ça peut être un objectif de lancer une nouvelle offre, d'avoir X nombre de clients, de sortir tel projet, de faire un podcast, peu importe. Et de se dire en fait chaque projet de 90 jours doit être lié d'une manière ou d'une autre à cet objectif annuel. Et donc, en partant et en faisant vraiment cet exercice de tiens, j'ai cet objectif-là à 90 jours, est-ce que, et se poser vraiment la question, comment, à quel objectif je le rattache de manière annuellement parlant, déjà, en fait, on réduit le risque de se tromper, plutôt de se tromper sur le fait que est-ce que c'est un bon objectif ou pas dans son développement. Si on le réussit ou pas, c'est un autre sujet, mais déjà, c'est vraiment de se dire quels sont mes objectifs annuels. Généralement, moi, ce que je conseille, c'est d'avoir un objectif de chiffre d'affaires, qui est quand même bien parce que ça reste le carburant de n'importe quel business et je pense qu'il faut être honnête avec ça. Et ensuite d'avoir des objectifs d'autres projets. Ça peut être aller travailler avec X clients, lancer tel projet. Et ensuite, les plans 90 jours, il y a du coup généralement un objectif de chiffre d'affaires à atteindre et donc ça nous permet de nous mettre une pression positive, d'aller chercher X nouvelles missions et puis ensuite des objectifs de projets qui nous permettent d'atteindre des objectifs plus ambitieux qu'on peut avoir sur un an. Génial. Et une autre question. Alors, aller démarcher, je crois que c'est encore pour toi, Alexis. Aller démarcher en amont des clients, donc on parle de la recherche client que tu nous expliquais. Aller démarcher en amont des clients, ok, mais avec quel genre de support ? Alors je sais pas ce que veut dire support, est-ce que c'est des plaquettes ou ce genre de choses peut-être ? Oui, moi j'entends ça et peut-être aussi à quel moment, à quel stade d'avancée, est-ce que c'est juste quand j'ai une idée et j'ai des questions à poser ou est-ce que je dois préparer effectivement peut-être déjà ce que moi j'ai envie de vendre, une plaquette, un site ? Alors je pense que déjà il ne faut pas surcompliquer ça, on n'a pas besoin d'une plaquette, on n'a pas besoin d'un site. Moi j'ai commencé avec un compte LinkedIn, j'avais même pas de site, j'ai toujours pas de site pour vendre mon activité de freelance et ça m'empêche pas d'avoir des clients. Donc quel genre de support ? C'est typiquement juste en fait être hyper clair sur qu'est-ce qu'on va chercher auprès de la personne avec qui on veut avoir un échange. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une relation, c'est du relation gagnant-gagnant. La personne qui va vous accorder 1 heure de son temps, qu'est-ce qu'elle va y gagner ? Est-ce que l'idée c'est de dire moi je fais des sites internet et donc potentiellement vous m'accordez 1 heure, je vous pose plein de questions et en contrepartie pendant 10 minutes à la fin je vous fais une petite revue en live, en direct avec vous sur votre site internet, les choses que vous pouvez améliorer. C'est toujours de se dire il n'y a pas besoin de support, c'est juste se poser, se mettre à la place de la personne à qui on va demander une interview, une discussion, se dire ok, qu'est-ce qu'elle va y gagner elle, comment est-ce que avec les compétences que je peux avoir, je peux lui apporter, je peux la débloquer sur un petit sujet et ensuite il n'y a pas besoin d'outils particuliers, un mail suffit, LinkedIn suffit, aller chercher dans son réseau des personnes qui peuvent vous mettre en relation, en fait ça suffit. Encore une fois, procrastination active, ça sert à rien d'avoir site internet, plaquette, d'avoir une offre claire. Justement, l'idée c'est voilà, moi j'ai ces compétences-là, je suis en train de me lancer, je ne sais pas trop encore vers quel genre de cible, de client j'ai envie d'aller. Est-ce qu'on peut en discuter ? C'est 45 minutes. Et moi, en contrepartie, je te propose ça, ça, ça et ça. Il y a des personnes du bootcamp Tribu 1D qui, par exemple, proposent, j'ai en tête Lucie, une graphiste, qui propose une toute petite infographie, un post graphique qui lui prend littéralement 1 demi-heure, qu'elle offre en fait à la fin de chaque entretien de recherche client qu'elle fait. Et en plus, 50% du temps, elle termine sur une mission de récurrence sur plusieurs mois qui lui permet ensuite de lancer son activité. Donc c'est plus se dire, ok, qu'est-ce que j'ai à donner ? Il n'y a pas besoin de support particulier, un mail suffit, un message LinkedIn suffit, un message sur Instagram, ça suffit aussi, quoi. Je rejoins totalement Alexis dans ton secteur d'activité qui est également le mien.
C'est pour ça que je veux juste peut-être nuancer un petit peu ton propos, même si on est dans le même secteur d'activité, dans le sens où on fait tous les deux de la prestation de services intellectuels. Donc je te rejoins totalement sur ton propos. Je nuancerai juste qu'effectivement, il y a certains secteurs d'activité où le référencement est impératif. La communication peut être différente. Le site internet peut être forcément essentiel. Lorsqu'on fait de la vente de marchandises sur internet. Si c'est du e-commerce, oui. Si c'est du e-commerce, forcément le site internet est primordial. C'est sûr. Donc voilà, je nuancerai à ce sujet-là, mais effectivement, pour ce qui est effectivement de ton cas ou de mon cas, un simple mail suffit. On a une autre question qui nous vient de Louise. Quand on veut prendre contact avec une personne parce qu'on recherche son aide, que peut-on proposer en échange quand on n'a pas d'expérience ? On y a répondu un petit peu là à l'instant avec l'infographie, mais c'est peut-être le sentiment aussi de se dire, si je ne suis encore pas très connu, j'ai pas quelque chose d'affiché, je contacte une personne qui en entreprise achète des prestations externes ou son potentiel client pour plus tard, qui sont certainement très occupés, qui ont plein de choses à faire que de parler à une personne qui n'est même pas encore lancée. En gros, quel est l'argument pour qu'elles acceptent un déjeuner ou au moins un appel ? Je vais rebondir là-dessus, mais je pense que l'aide, ça se monnaie pas trop et que justement, une majorité de gens vont avoir tendance à répondre plus facilement favorablement sur une demande d'aide. C'est je veux comprendre, etc. Parce que c'est valorisant. Alors, je le dis pas du tout de façon prétentieuse, mais moi je suis assez sollicité régulièrement par des gens qui viennent s'installer ici dans notre secteur d'activité et qui disent est-ce qu'on peut se voir pour un café, machin et tout. Donc je le dis publiquement, je m'excuse à tous ceux que je réponds pas, mais je reçois beaucoup trop de mails globalement. Mais concrètement, c'est quelque chose d'assez valorisant et donc du coup on se rend disponible parce qu'on pense que ça va rendre service et que s'il y a l'impression que ce service-là est monnayé et qu'il y a quelque chose en échange, ben c'est plus difficile d'accepter, je pense. Quand on est vraiment sur une demande d'aide, je veux comprendre ce que vous faites, me rend curieux et ça m'intéresse, est-ce que vous auriez quelques minutes à me dépanner ? C'est plus facile de l'obtenir en le demandant comme ça qu'en disant en contrepartie de ces quelques minutes, je vais essayer de vous proposer quelque chose qui, dans l'état actuel des réflexions sur mon projet, etc., risque d'être plus ou moins foireux et de ne pas tomber au bon endroit. Donc j'aurais plus tendance à dire qu'il faut y aller sur le côté, je demande ouvertement un petit coup de pouce et compter sur la bonne volonté des gens. Et les gens sont plutôt sympas en général et partageurs, quoi. Oui, et ceux qui répondent, en tout cas, oui, s'ils le font, c'est qu'ils le font de bonne volonté, quoi. Et au moins, ça vous évite de tomber sur des gens qui le font par espièglerie. Bon, c'est noté. Une autre question, peut-on proposer de la presta gratuite pour se faire la main ou est-ce que c'est un piège à éviter ? Ça, c'est un grand débat encore. On a combien de temps là ? 4 heures, dissertation de philosophie. Je pense que c'est une super question, moi, cette question, parce qu'en tout cas, moi personnellement, pour parler de mon vécu, quand on se lance en tant qu'avocat, en jeune avocat, lorsque j'ai lancé mon cabinet, on est tenté de prendre tous les dossiers, limite de les faire gratuitement pour espérer se faire connaître. Je ne sais pas s'il y a une bonne ou une mauvaise réponse finalement à cette question. Est-ce qu'il faut proposer des prestations gratuites pour se faire connaître ? Moi, en tout cas, déontologiquement, je ne devrais pas le dire parce qu'on n'a pas le droit normalement de travailler gratuitement en tant qu'avocat, mais on peut faire des dossiers peut-être pro bono. Mais en tout cas, moi, j'ai accepté au début quand j'ai démarré d'être payé en majeure partie sur le résultat du dossier. D'accord. J'ai pris ce risque-là. Voilà, c'est un choix que j'ai fait quand je l'ai fait. Je ne sais pas si c'est partagé par toi, Alex, mais en tout cas, moi, c'est le choix que j'ai fait. J'ai pris ce risque au début parce que déjà, j'avais du temps pour le faire. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas, forcément. Et à l'époque, ça m'a, je pense, permis aussi de me faire connaître. Ça, c'est une certitude. Maintenant, tout est une question de temps. Si on a le temps de le faire, pourquoi pas, ça peut être un moyen de communication. Maintenant, si dès le début, on est submergé par les dossiers, je pense que forcément, c'est beaucoup plus difficile de le faire et ça a moins d'intérêt. Mais bon, là, ça, c'est mon avis. Alexis, j'ai lu ton livre, je sais ce que tu vas répondre, mais dis-nous. Effectivement, je pense que c'est la question qui revient quasiment le plus, en tout cas dans la prestation de service. Parce que je suis pas sûr que sur la vente de biens on puisse envoyer gratuitement des biens et je vais faire une réponse qui est peut-être un peu contre-intuitive et je sais que tout le monde la partage pas, en tout cas parmi d'autres indépendants. Moi je pense qu'on peut faire de la presta gratuite pour se faire la main à certaines conditions. Déjà effectivement je rebondis sur ce que tu dis, il faut se dire on a du temps.
on n'a pas de clients, autant utiliser ce temps-là au moins pour se faire la main et avoir commencé à générer des premières opportunités, avoir des cas clients à montrer, etc. Ça, c'est le premier point. Deuxième point d'attention, c'est il faut surtout pas que la demande vienne du client. Dire un client qui vous dit est-ce qu'on peut faire ça gratuitement, est-ce qu'on peut faire un test gratuit, est-ce que tu bosses un mois gratuitement et promis après il y aura de la récurrence, il y aura plein de projets, ça va être fou. À fuir parce que 100% des cas, il n'y a pas de projet derrière et ça se passe généralement mal. Donc il faut toujours que ça soit une démarche qui vient de soi et il faut voir ça comme des projets stratégiques. Donc c'est pas des projets proposer de la prestation gratuite, c'est pas quelque chose à proposer à tout le monde. Et pour moi, ça doit être vraiment réfléchi de se dire ok, quel genre d'entreprise, à quel genre d'entreprise et à quelle entreprise bien précise j'ai envie de proposer ça. Et surtout, qu'est-ce que derrière ça va pouvoir m'apporter. Je prends l'exemple, est-ce que c'est une entreprise qui a une grosse crédibilité sur le secteur d'activité dans lequel demain je vais être vu comme une référence en tant qu'indépendant. Typiquement, ça peut être intéressant d'avoir des petits projets. L'idée, c'est encore une fois que ça soit des petits projets. C'est pas de se mettre 35 heures dessus pendant 4 mois sur un projet gratuit. Donc, c'est des échantillons de projets. Et de se dire aussi, d'être OK avec le fait, avec l'entreprise, de se dire, OK, c'est un projet de test gratuit. Ça vaut X euros normalement. C'est important d'éduquer le client sur le coût que ça aurait réellement. Que là, en fait, je teste le service. Et qu'aujourd'hui, ça vaut, je le fais pro bono gratuitement pour vous, mais c'est à un certain prix. C'est important parce que sinon, les clients derrière, avec le bouche-oreille, vont pouvoir dire t'inquiète, il est cool, Alexis, il va pouvoir te faire ça gratuitement, il débute, etc. Et derrière, de pouvoir avoir le full crédit aussi de ce qu'on fait, de pouvoir publier un maximum, de partager un maximum ce projet-là, potentiellement que ça soit en son nom, selon les compétences et la mission. Mais moi, je suis d'avis de... parfois, c'est bien en fait, ça permet de juste mettre le pied, de découvrir ce qu'est une relation client. Mine de rien, comment est-ce que je gère un client sur quelques jours, quelques mois, quelques semaines, pardon, comment ça se passe à la fin d'une mission, comment j'envoie les documents, etc. Donc ça peut être un bon bac à sable. Moi, je considère qu'il ne faut pas que ça soit 2-3 projets max, quoi. Il ne faut pas non plus qu'on passe 6 mois, 1 an à faire ça sous prétexte que par exemple on a Pôle emploi et qu'on n'a pas forcément besoin de générer de l'argent maintenant, parce que ça envoie aussi pas toujours le bon signal, mais c'est une bonne manière de faire. Ouais. Donc on retient oui pour démarrer, il ne faut pas que ça vienne du client, il faut que ça vienne de soi et vraiment pour se lancer et après on arrête, après on facture et c'est normal mais ça peut être un bon bac à sable. Il nous reste encore 5 minutes avant de terminer, on va encore prendre 1 ou 2 questions. Faut-il inventer de nouveaux outils à destination de ses besoins particuliers, par exemple des infos sur les statuts, communication sur l'accompagnement, organisation? C'est large. Hein. C'est large. Mais je dirais, faut-il, de toute façon, il faudra. C'est-à-dire que la réalité du travail évolue, la réalité des entreprises évolue, le rapport à l'entrepreneuriat évolue. A priori, les règles sur les indépendants vont bientôt changer drastiquement. Et après cette réforme, il y en aura très probablement d'autres, etc. Donc, de toute façon, oui, il y a des nouveaux outils à inventer. La moitié, je pense, je sais pas... peut-être que 50% des prestations de services qui seront les plus vendues dans 20 ans, on est incapable ne serait-ce que de les imaginer aujourd'hui. Donc les besoins des personnes qui dispenseront ces prestations de services, on est encore moins capable de les imaginer. Donc oui, oui, il faudra inventer des nouveaux outils. Aujourd'hui, je pense quand même qu'il existe beaucoup de choses dans le contexte actuel, par rapport aux métiers actuels et aux perspectives là très proches. Je pense qu'il existe beaucoup de choses qui gagnent à être connues. J'espère que l'exercice de ce soir a permis de renvoyer chacune des personnes qui se posent la question de se lancer ou pas vers des pistes à suivre en termes de sécurisation, d'accompagnement, etc. Mais oui, il faudra inventer des nouvelles choses parce que le monde de demain sera nouveau. Mais on aurait pu dire cette phrase-là chaque jour de notre vie. Est-ce qu'on a une dernière question en ligne ou ici est-ce que quelqu'un a une question qui s'est formée peut-être pendant qu'on en a lu d'autres ? Non, pas particulièrement. Alors, peut-être un mot de la fin pour dire que finalement, ce que je retiens, moi, c'est que lançons-nous parce qu'il y a assez peu de risques quand on veut se reconvertir. Une fois qu'on s'est bien préparé, qu'on a dépassé les peurs qu'on avait, en fait, on se rend compte que c'est pas si dangereux que ça. Est-ce que vous avez encore un petit message à faire passer sur la fin ? En gros, oui, moi, tous ceux qui se posent la question, je les encourage à tester. Après, je veux pas non plus que ce soit une injonction
pour 100% de la population, lancez-vous en tant qu'indépendant. C'est-à-dire qu'il y a des gens à qui ça convient pas, et ça n'est pas grave, et on n'a pas forcément besoin que d'indépendants dans notre société, etc. Mais pour celles et ceux que ça intéresse, franchement, tout existe, et on est quand même dans un pays où il y a beaucoup de choses qui sont facilitées. Même si on a une grosse complexité administrative, on a quand même plein de filets de sécurité. Donc oui, allez-y, si ça vous botte, faites-le. Je te rejoins, je pense qu'il n'y a rien de pire que de vivre avec des regrets. Donc pour ne pas regretter, il faut se lancer. Et on est dans une conjoncture économique et sociale en France qui permet justement de prendre ce genre de risque. Et en réalité, même la conjoncture, c'est-à-dire économique inter-entreprise, permet de se reconvertir, se re-reconvertir et se re-reconvertir infiniment. Et on sera verra que voilà, le risque n'est pas si risqué que ça finalement. Et je terminerai par dire rencontrer d'autres indépendants. Restez pas dans votre bulle. Et moi, ma meilleure école, ça a été de créer ce podcast à Tribu Indé, alors que j'étais un petit baby freelance. Et en fait, le fait de rencontrer, j'ai pris confiance, j'ai découvert différents parcours, j'ai désacralisé plein de peurs, plein de méthodologies de travail. N'hésitez pas à aller discuter avec d'autres indépendants. Moi, je me suis jamais senti aussi entouré que lorsque je me suis lancé en indépendant, alors qu'en salarié, on peut se dire oh, j'ai une équipe à côté de moi au quotidien. Et je pense que moi, la meilleure école, ça a été de me trouver des groupes d'échanges, de discuter avec des indépendants qui font le même job que moi. Il n'y a pas vraiment de concurrence sur la prestat de service en France. Il y a largement la place, quoi. Il y aura de plus en plus d'indépendants demain. Il y aura de plus en plus de besoins côté entreprise. Donc moi, mon conseil, c'est là, dès ce soir, envoyer un mail, un message à quelqu'un qui fait potentiellement le même job que vous aimeriez faire en tant que freelance et proposez-lui un café. Proposez-lui un Zoom virtuel, mais juste rencontrer des gens, je pense que c'est une des premières étapes les plus importantes. Prenez un bureau dans un espace de coworking. Bon, vous avez vos devoirs, votre petite liste là, dans votre carnet, j'espère que c'est bien noté. Merci à tous les trois pour avoir participé, pour avoir répondu à toutes vos questions, pour avoir participé à cette conférence. Merci d'avoir participé, vous qui êtes ici à Marseille, à La Ruche, et qui nous avez suivis à distance pour vos questions. Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine conférence le 6 octobre. Ça sera sur la protection sociale à Paris avec Inde El Idrissi et Nicolas Renoux. Pour vous inscrire, c'est très simple, c'est www.maif-conf.fr. Belle soirée. Merci.